Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui, on va introduire une toute nouvelle notion, la notion de Delta Time. Dans cette vidéo, on va aborder notamment la gestion du temps dans les jeux vidéo et on va implémenter différents timers pour pouvoir lancer différentes actions à des moments précis de l'application. Alors commençons par un petit exemple pour vous montrer les problématiques d'un moteur de jeu qui n'utiliserait pas le Delta Time. Donc, hop. Donc j'ai mis en place une petite scène et, j'affiche à côté le nombre de frames par seconde. Ici, le nombre de frames par seconde va être calé en fonction du taux de rafraîchissement de votre écran. Donc là, on est autour de 142, 144. Donc moi, j'ai un écran avec un rafraîchissement de 144 Hz. Donc on aura 144 frames par seconde. Ici, on a activé la V-Sync, donc c'est pour ça qu'on a un taux de rafraîchissement de l'application. En tout cas ici, en gros, quand on va faire swap buffer, eh bien l'application va venir se mettre en pause si jamais le moniteur, enfin l'application tourne à une vitesse beaucoup plus rapide que le moniteur peut rafraîchir l'image. Donc ça va mettre en pause l'application. Et sinon, donc on a activé la V-Sync, on l'a mis à true, et sinon pour pouvoir désactiver la V-Sync de l'application, donc de GLW, eh bien on aura tout simplement à mettre GLW swap intervalle à 0. Et si on veut activer la V-Sync, on la met à 1. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Ce que ça donne quand on est avec une V-Sync activée. Vous verrez que là, les FPS auront radicalement changé et vont vraiment être supérieurs à le taux de rafraîchissement de votre moniteur. Et ce qui va causer vraiment des problématiques de déplacement qui fait que on se déplace beaucoup trop vite par rapport à quand la V-Sync était activée. Donc nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, on souhaite pouvoir se déplacer de la même façon, peu importe le taux de rafraîchissement de l'application. Alors, donc, pour ce faire, on va faire un petit manager de temps que j'ai commencé à implémenter. Donc, le manager de temps, donc ça sera un singleton comme pour notre world, qu'on avait également fait un singleton. Donc le time manager sera un singleton. Il va disposer de trois variables, un variable delta time, un variable time et une variable previous time. Donc ces trois variables vont nous être utiles pour pouvoir calculer notamment le delta time. Et on aura des fonctions des getters, on va un peu zoomer, des getters, un time manager, une instance pour le singleton, donc l'instance, le constructeur, et ça vous verrez juste après quand on aura abordé les timers. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai pré-rempli certaines choses. Donc on initialise les variables, euh, on calcule l'instance, on récupère le data time, le temps, le previous time, et ensuite on est bon. Et ensuite nous, ce qu'on souhaite faire, donc on va rajouter une autre fonction qu'on va le mettre en public, non, qu'on va mettre même en protected, update update time. Update time, donc hop, ici, time manager, update time, hop. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre time, ou alors, non, on va pas faire ça comme ça. Ça sera mieux si on reste ça dans World. Alors, on va aller, donc j'ai fait en sorte que ce soit une find class de World qui va notamment updater le temps. Donc, on va aller dans World et dans Update, Update Time, donc on récupère le Time Manager, pense, et on fait
delta time. Alors, déjà, on va faire time plutôt. Time. Et globalement, en fait, on va juste reprendre ce qu'on avait fait là, hein, dans le fichier main, qui me permet d'afficher ici le delta time ici. Donc, je l'affiche une fois toutes les secondes. Enfin, le nombre de FPS qui j'affiche une fois toutes les 1 seconde. Et on va aller dans World. Donc, Time Manager. Delta time égale le temps actuel, donc current time. Le current time, ça sera au final time. Et le temps et previous time qui sera égal au temps. Donc, en réalité, le previous time, je ne suis pas obligé de le sauvegarder, mais pourquoi pas le sauvegarder. Hop. Et là, on met previous time. Alors, donc là, on a un delta time normalement. Et ce qu'on peut faire pour tester, c'est venir modifier nos mouvements de caméra. Et dans la fonction move, move left, move right, et c'est à peu près tout. Donc ces deux, et même move forward et move backward, eh bien on va venir multiplier par le delta time pour avoir un mouvement continu, peu importe le nombre de frames par seconde. Voilà. On va faire hop, world, on va prendre ceci, et on va faire inclus. Hop, on va faire inclus. D'accord. Time Manager. Delta Time. Et on peut multiplier ça par donc la multiplication avec le delta time, il faut le faire uniquement pour les mouvements continus. Ces 4 fonctions-là. Pour les fonctions par exemple scroll move, on n'en a pas besoin parce que peu importe le nombre de frames par seconde, quand on scroll, eh bien on scroll à des moments discrets. Et c'est également la même chose pour la souris, qui fait qu'on n'a pas besoin de delta time. Donc quand je vais lancer, je vous rappelle que là, la vsync, hop, est à false, donc est désactivé. Donc là, il me semble, hop, on va lancer. Donc là, je suis très très lent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer le mouvement. Donc dans mouvement speed, ici on avait un mouvement speed de 0,1. On va le mettre à 10 par exemple. Voilà. Donc ça, c'était pour le déplacement avec une vsync désactivée. Et vous allez voir que quand je vais l'activer, on aura exactement la même chose. Et voilà, on a bien un mouvement de la même, enfin un mouvement qui est fait de la même façon, peu importe le taux de rafraîchissement. Donc ça, c'était pour le petit delta time, la petite notion de delta time. Maintenant, en plus dans cette vidéo, j'aimerais aussi implémenter un petit timer, donc des timers plutôt, et on va venir binder différentes actions, différents événements à ces timers. Alors pour ce faire, c'est pratique, c'est qu'on a déjà une classe d'événements. Donc event ici, qui est assez pratique. Donc ce qu'on va faire donc, dans notre time manager, eh bien, on va implémenter les différentes fonctions. Donc là, on a bien hop, set timer duration repeat event, c'est ma fonction set timer. Donc je lui passe une durée pour mon timer, disons 3 secondes par exemple,
Est-ce que je veux, que je répète l'action? Par exemple, toutes les 3 secondes, eh bien, ça va répéter l'action. Ou bien alors, est-ce que je veux que l'action se fasse uniquement une seule fois, après que le temps, se sera écoulé? Donc ça, c'est une petite particularité et ensuite je passe l'event, quand j'en aurai besoin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc j'ai fait une petite classe une petite classe timer qui prend, donc ces 5 paramètres. Donc j'ai aussi un paramètre isPause au cas où je veux que ça soit en pause et ensuite, j'ai une liste de timers. Là, c'est ma fonction qui va permettre de mettre à jour les timers et d'appeler les fonctions enfin les événements et on est à peu près bon et j'ai une fonction aussi remove timer. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par créer un timer. Ça, timer, new timer, duration, repeat, repeat, event, hop, et on est bon. Donc ces 3 valeurs et on a mTime, ouais, c'est à 0 et pause si OK. Alors, du coup, une fois qu'on a passé le timer, eh bien, on va aussi faire la fonction, hop, il faut aussi l'ajouter en pushback. On rajoute le timer. Ici, on va faire un petit itérateur. Ici, on va faire un petit itérateur, donc it c'est define. Et là, on va mettre mtimer en begin. On va un peu zoomer parce que c'est un peu petit pour vous. Hop. mtimer.begin, mtimer.end, et on place le timer comme ceci. Hop, une référence, ce sera mieux. On vérifie que if it différent égal à mtimer.end. Et ensuite, on supprime le timer. Bon, ceci, hop, et on fait hop, point erase et on passe l'opérateur. Ça c'était pour la fonction remove, hop, soumet. Et ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction update timer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir parcourir tous nos itérateurs. Donc, on va faire égal à timer.begin. On vérifie est-ce que le timer, hop, timer, est-ce que c'est pas en pause? Et si c'est pas en pause, on continue. Ok, donc ensuite, nous, on aimerait incrémenter le timer, le temps plutôt, plus égal m delta time, ça bouge le timer. Ensuite, on vérifie est-ce que le timer supérieur égal, on zoome un peu,
supérieur ou égal à duration. Et si c'est le cas, on appelle la callback. La callback, on va l'appeler event.trigger. Si jamais, hop, ensuite on vérifie que si soit on veut répéter l'action toutes les X secondes. Donc si on veut répéter l'action toutes les X secondes, eh bien on reset le temps. Sinon, on supprime le timer de la map. Et pour ce faire, on va du coup delete le timer. On va noter ceci. mtimer erase. Et on vient de supprimer l'itérateur. Et ensuite, donc ça c'était pour l'update manager. Et on a également besoin, vu qu'on a fait une allocation de timer juste ici, eh bien c'est de clear un peu tout quand on n'en aura plus besoin. Alors, on va faire une fonction hop destroy. On va destroy hop. Action rapide et hop, ça, créer la division comme ceci, destroy et P. Et on fait donc qu'on détruit l'instance, if instance limite une instance il y a nul ptr. Non, on va pas faire ça. On va prendre tout ça en fait. Hop. Et on va venir à chaque fois delete. Pas besoin erase. On delete le timer tout simplement et on hop. Et la fonction destroy, on va l'appeler depuis le hop. On l'appelle dans le main. Ouais, je l'appelle dans le world. J'ai fait une fonction. World. Et on va faire ici. Hop. Destroy. On va faire time manager. Destroy. Hop. Donc là on a désalloué et maintenant hop on va aller dans nos événements. Ouais, on va aller tester cela. Donc on va aller dans caméra contrôleur et on va tout simplement ajouter une action. Bon, je l'ai mis ici, mais globalement il faudra pas forcément le mettre ici, hein. Donc pour que ça soit plus simple à vous expliquer, c'était un peu long à implémenter. Alors du coup, j'ai initialisé l'event. Donc c'est un événement classique. Si vous voulez avoir en détail l'explication de l'implémentation de la classe event, vous pouvez aller voir la vidéo sur les inputs, donc input system il me semble. Et normalement vous aurez toute l'explication en détail de l'implémentation event. Dans tous les cas on va la revoir maintenant et on aura des petites modifications à faire. Alors globalement donc je crée un event, hop, donc là j'ajoute un listener à cet event
je lui passe l'instance, la fonction, une fonction que j'ai fait automove. Donc automove, ça prend un paramètre float speed, ça prend des et ça va venir en fait déplacer l'objet. Puis après j'affiche la speed ici pour vérifier que j'ai bien passé le paramètre. Et je lui passe le paramètre 0,1. Globalement, dans la version de l'input system, on n'avait pas de. Déjà, on n'avait pas d'argument ici. D'argument supplémentaire, on ne pouvait pas le faire. Et deuxièmement, on ne pouvait pas passer les paramètres directement avec la fonction addListener. Globalement, avant, il fallait, si je vais sur GitHub Desktop, il fallait passer directement un event callback arg et l'action qu'on voulait. Donc, il fallait directement instancier. J'ai un peu simplifié. Et voyons voir à quoi ça ressemble. Donc, addListener, il prend un TypeNT, donc ça c'est le type de la classe, et des arguments supplémentaires qui est le 0,1 qu'on a passé juste ici. Donc ça c'était pour le 0,1, et ensuite j'appelle le constructeur. Donc là aussi il y aura des modifications à faire par rapport à les vidéos sur les input system et les événements, et donc là je passe l'event callback, et en fait dans le constructeur de event callback, eh bien je vais ajouter hop, dans le constructeur ici, un argument extra arg que je passe en paramètre. Donc ici j'ai juste modifié le constructeur. Je peux vous montrer aussi, hop, ici. Donc avant on avait juste hop, pour le constructeur, on avait un constructeur classique. Est-ce que j'arrive à le retrouver? Donc globalement on avait un constructeur, voilà, on avait cette fonction, un constructeur, avec juste une instance et une fonction. Et maintenant je vais rajouter en fait les extra arguments. Et pour pouvoir encapsuler en fait les arguments extra, eh bien on a besoin d'effacer le type en fait. C'est que on a besoin de déclarer une sous-classe à l'intérieur qui s'appelle callback wrapper, qui va venir hériter de eCallback. Et ensuite je vais pouvoir en fait stocker mes informations. Avant les informations ils étaient stockées tout en bas, mais globalement je pouvais pas le faire parce que tout simplement c'est que les extra arguments, eh bien ils n'étaient pas connus de la template. Donc extra arg n'était pas connu ici, je ne pouvais pas faire ça. C'est pas quelque chose de valide en C++, en tout cas ici extra arg ce n'était pas possible. Il me dit package paramètre modèle manquant à la fin de la liste de paramètres. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait faire une sous-classe. Et globalement, c'est à peu près comment fonctionne stdfunction, qui encapsule aussi les extra arguments en fait. Et du coup, j'ai une callback que je fais hériter de public eCallback. Et tout simplement, en fait, c'est à peu près comme eEvent callback. Hein. Ça ressemble. Hein. C'est un opérateur, un trigger, une fonction qui va permettre de clone. Et voilà, donc j'instancie. J'ai envie que mes arguments soient du coup stockés dans un tuple. Donc c'est comme ça que je les stocke. Donc je fais std-make tuple extra arg. Ensuite, là, c'est une fonction qui va permettre de pouvoir appeler ma callback en fait. Donc trigger arg, je passe les arguments si jamais il y avait des arguments demandés par la fonction. Et je lui passe également les extra arg. Et pour en fait développer le tuple, en fait, pour lui passer les extra arg, eh bien j'utilise std-apply. Et je le passe en paramètre ma fonction quoi. Et extra arg, qui va venir en fait passer chaque valeur de tuple dans ici en fait. Et puis après, j'ai un opérateur qui va juste comparer hein, la fonction d'instance et les arguments extra. Et j'ai une fonction clone. Et cette fonction clone, pareil, je fais std-apply pour pouvoir développer les extra arg ici. Et que je le passe au constructeur de callback wrapper. Je rappelle ici. Voilà. Et ensuite, je crée une instance. Donc ici, j'ai utilisé des uniques PTR. C'est plus simple pour la gestion de la mémoire. Globalement, je ne l'ai pas fait partout. Des fois, j'utilise les pointeurs intelligents, des fois non. Globalement, ça peut être une bonne chose pour le moteur, comme je l'ai dit par le passé. Mais on verra ça si on modifie un peu comment on souhaite gérer la mémoire
dans une prochaine vidéo. Et ensuite, donc, du coup, je stocke la callback ici. Et globalement, c'est à peu près tout. Si le constructeur, l'opérateur égal ici, pareil, je viens donc vérifier que c'est bien égal. Donc le pointeur est bien égal ici. Enfin, que la valeur, en fait, que cette callback est bien égal à cette callback. Et globalement, en fait, ça va appeler cet opérateur-là. Voilà. Et sinon, globalement, ça c'était pour event callback. Et pour event tout court, on peut aussi le faire. Donc pour event tout court, j'ai rajouté donc différentes constructeurs. Donc j'ai fait la règle des 5 en fait pour event. Donc un constructeur, un destructeur, un constructeur par copie, un constructeur de déplacement et un assignement et l'assignement de déplacement. Donc globalement, qu'est-ce que je fais, c'est que donc pour le constructeur par copie, eh bien, je vais clone en fait les objets avec ma fonction clone. Pour l'event de déplacement, je vais juste faire un std move et je vais clear le reste, enfin le other quoi, les actions de other. L'assignement, je vais vérifier que je ne suis pas égal à moi-même pour éviter l'assignement. Je supprime les actions en cours, donc de l'objet en cours, et je viens clone en fait les nouveaux objets. Puis après je return 10, et pour le déplacement, je fais pareil, je supprime les objets en cours, et je viens les std move. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais, également, c'est que donc ici, donc je passe les paramètres, comme j'avais dit, mais je return aussi un add listener, enfin un event callback, qui va me permettre, si jamais je souhaite les supprimer par la suite. Donc là, j'ai remove listener que je peux supprimer mes objets, enfin mes event callbacks si je souhaite les supprimer. Et ensuite, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Et ensuite, on peut tester. Donc, dans World, j'ai rajouté update timer ici. Ça permet de voir, voilà, d'appeler cela, qui va appeler le trigger. Et si je lance, voilà, si je lance, j'aurai bien un événement qui va bien fonctionner, qui va s'appeler toutes les 3 secondes avec une vitesse de 0,1. Alors, hop. J'avais oublié d'ajouter la callback. Donc si je l'ajoutais pas, c'est sûr que je pouvais pas l'appeler par la suite. Donc on va lancer. On va supprimer. Hop. Et donc là, la callback est bien appelée toutes les 3 secondes. Donc là, on a bien un move de... hop, ça se déplace bien. Si on peut tester un peu mieux, on va faire ça. Hop. On va le mettre en fait, on va l'appeler toutes les 0,5 secondes. Et voilà. Et on a bien un déplacement ici, toutes les 0,5 secondes. Et c'est à peu près tout. Donc globalement, j'ai pas d'autres explications à vous donner. De toute façon, c'était une vidéo assez légère aujourd'hui. Et normalement, la prochaine vidéo, ça sera sur les stencil buffers, qui a en fait un autre buffer associé un peu au dev buffer, que je vous invite à aller voir. Donc c'était la dernière vidéo où on a abordé en fait ce qu'était le dev buffer et les tests de profondeur. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.